Bon, du côté des trésoreries, que des bonnes nouvelles. En vrai, quel plaisir. Parce que quand je faisais des vidéos en mars-avril, c'était pas la joie, les mecs. Et vraiment, t'avais mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. T'avais que des gens qui disaient qu'ils vendaient, le marché parlait de bear market. C'était terrible de faire des vidéos là. Donc là, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Je parle un peu pour rien dire, mais j'en profite. Et je pense qu'on peut tous en profiter. L'autre gros point qu'il faut vraiment pas négliger dans une analyse de ce cycle en 2025-2026, c'est les trésoreries d'entreprises crypto. Ça fait quelques mois qu'on voit de plus en plus de sociétés et des gouvernements acheter du Bitcoin. Et la tendance est en train de continuer. On a maintenant ce bon vieux Michael Saylor de MicroStrategy qui est assis sur 28 milliards de plus-value latente au moment de la vidéo. Et c'est en train de se passer exactement comme je pensais que ça allait se passer quand je vous en ai parlé en septembre. C'est que tout le monde parlait de MicroStrategy comme un danger absolu. Et maintenant, tout le monde copie MicroStrategy. Ils ont, si je dis pas de bêtises, voilà, plus de 600 000 bitcoins pour 70 milliards de dollars. MicroStrategy a créé une nouvelle façon de gérer une entreprise. Est-ce que l'action va dump quand on arrivera en bear market? Évidemment. Est-ce que le modèle est durable? Oui. Et je vous ferai une vidéo complète d'ailleurs sur les Bitcoin Treasury pour vous expliquer tout ça. Petit point d'ailleurs sur l'action MicroStrategy. J'avais fait une vidéo quand il était à 110 je crois, donc je suis à x4 sur l'action. Bien joué à ceux qui sont rentrés à ce moment-là. Il est autour des 426 $. Je n'ai pas vendu pour l'instant. Je compte prendre des profits quand il arrivera autour de 500, 600. En fait, ça va dépendre de ce qui se passe sur le cycle Bitcoin surtout. Mais MicroStrategy est un proxy de Bitcoin. Ça veut dire que si Bitcoin monte, MicroStrategy va monter plus fort. Par contre, au moment où on rentrera en bear market et où Bitcoin descendra, MicroStrategy va se faire éclater comme ça a été le cas là dans cette zone quand on a eu les tarifs et compagnie. Donc je vous tiendrai au courant quand je prendrai des profits sur MicroStrategy, mais l'action se porte très très bien et peut encore aller toucher des beaux sommets si le cycle continue, parce que ça dépend uniquement pour le coup de Bitcoin. Metaplanet aussi continue d'investir, c'est une société d'investissement japonaise, ils avaient 2200 bitcoins quand j'avais fait ma dernière vidéo en mars, bah là ils en ont 13 000 et ils sont 5e plus gros détenteur. Et en fait, ce qu'on va vraiment mesurer, parce qu'il y a des vraies opportunités d'investissement sur ces entreprises, c'est la capacité d'achat futur de bitcoin. Combien de bitcoins ils sont capables d'acheter dans le futur. Et Metaplanet c'était très bien valorisé justement, et il y avait vraiment cette opportunité d'investissement parce qu'ils avaient 2000 bitcoins, donc ouais, ok, mais ils avaient la possibilité d'accumuler beaucoup plus, et ça a été le cas vu qu'ils en ont maintenant plus de 13 000. Mais encore une fois, dans les Bitcoin Treasury, c'est du côté d'Ether que les choses sont en train de vraiment exploser. Il y a Sharplink, qui est une société de marketing, performance pour des paris sportifs, un truc qui n'a rien à voir, du gaming aussi, qui est devenue la plus grosse détentrice publique d'Ether, devant la fondation Ethereum. Ils ont plus de 280 000 Ether, ça fait à peu près 800-900 millions. Il y a aussi Bit Digital, qui est dans le staking d'Ether, qui a vendu des bitcoins pour acheter plus d'Ether, et du coup, au total, ils détiennent plus de 100 000 Ether. Pareil pour GameSquare Holding. Alors GameSquare Holding, c'est très intéressant. Est-ce que j'ai l'action? Oui, elle est là. Regardez la jolie action de GameSquare Holding. Comment vous dire qu'en bourse, c'était pas la folie? On est passé quand même de 52 $ à allez, 1 $. Et en fait, ils sont complètement écroulés, mais ils ont annoncé leur stratégie en Ether et leur action a fait x3. Et c'est quand même intéressant, c'est que ce n'est que la stratégie de trésorerie qui fait pump le token. Donc si jamais vous voulez vous positionner sur ce genre d'actifs, parce qu'il y a des belles opportunités d'investissement, on en parle beaucoup sur Crypto Recherche, gardez en tête que certaines entreprises sont vraiment pourries, c'est des bouses, mais vu qu'elles ont cette stratégie de trésorerie, elles vont pump. Donc en fait, c'est une sorte de gros gambling, de meme coin un peu, où on veut se positionner sur ces entreprises pour faire les gains quand elles annoncent tout ça, parce que ça devient une nouvelle méta, et ça le deviendra avec des nouveaux altcoins, on voit Bit&Sur et compagnie. Par contre, attention, parce que ces entreprises vont se faire démolir dans le bear market, et j'insiste sur le démolir. Et on finit avec les trésoreries Solana. Et si vous avez le même graphique pour Solana, c'est pareil, les choses sont en train vraiment d'accélérer. C'est DeFi Development, une société qui est alimentée par l'IA pour faire de l'industrie immobilière, qui détient le plus de Solana actuellement. Donc c'est vraiment des entreprises random. Et en fait, l'annonce de leur stratégie a eu le même effet sur les autres. Le cours de l'actif, est-ce que je l'ai là? Oui. Il a complètement explosé. Il a fait un peu plus de x30 depuis le mois d'avril, ce qui est absolument colossal, même plus que x30. Donc on voit qu'il y a un vrai engouement des acteurs publics pour mettre en avant une stratégie de trésorerie autour des cryptos. C'était jamais vraiment arrivé avant. Et comme d'hab, ça commence avec Bitcoin, ensuite c'est Ether, ensuite c'est les altcoins les plus solides, et ensuite ça sera des shitcoins, des memecoins et compagnie. Donc ça donne du crédit à l'écosystème, parce que ces entreprises qui sont souvent au Nasdaq, c'est très compliqué de faire entrer une entreprise au Nasdaq. Donc le mieux, c'est soit d'en racheter une, soit des entreprises un peu pourries du Nasdaq qui tentent cette stratégie parce qu'ils sentent que ça marche, et pour le coup, ça marche, c'est un fait. On verra ce que ça donne dans les prochains mois, on verra si la tendance continue, mais faites quand même attention à court terme, parce que c'est très volatile, même si on a une altcoin season, on pourra avoir une sorte d'alcoin season d'entreprise de crypto-trésorerie Nasdaq. Plus j'avance un peu dans ma vie, du haut de mes 24 ans, quand même beaucoup d'expérience sur la vie, pas du tout, plus je me rends compte que nous sommes des êtres
éternellement insatisfait. Ça vous est déjà arrivé sûrement de vouloir vraiment quelque chose, à tel point que ça vous paraît indispensable alors que vous ne saviez même pas l'existence de ce truc il y a quelques semaines, et que là, ça y est, vous devez vraiment l'obtenir. Ça peut être, je sais pas, une nouvelle voiture, ça peut être un téléphone, ça peut être une raquette, ça peut être des chaussures, peu importe. On parle de matériel, mais ça peut aussi être un objectif, un travail, quelque chose de plus spirituel, peu importe. Juste le fait de vouloir quelque chose de manière intensément, de manière bêtement intense. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, oui. Beaucoup. Il y a un truc qui m'est déjà arrivé, et enfin, en fait, qui m'arrive tout le temps, et j'avais mis du temps à comprendre un petit peu pourquoi, c'est... Moi, j'étais vraiment très excité quand je commandais un truc sur Internet. Tu vois, un truc sur Amazon, surtout un beau truc, peu importe ce que c'est. Et genre, l'attente de commander quelque chose était vraiment un moment d'excitation, un moment très stylé. J'allais dans la boîte aux lettres, je regardais, machin. Et en fait, je me suis souvent rendu compte que quand le truc arrivait, ouais, j'étais content parce qu'il y avait le colis, donc il y a la sensation, la dopamine de oh, il y a le colis. Et en fait, quand je l'ouvre, ouais, c'est cool, mais genre, au bout de 5-10 minutes, je passe à autre chose, tu vois. Une nouvelle paire de chaussures, peu importe. Et en fait, souvent, quand on a ce qu'on veut, bah on est content au début, on est content les 3-4 premiers jours, et après ça devient normal. C'est un peu comme si on l'avait toujours eu. Et on est insatisfait, donc on désire quelque chose, on obtient cette chose qu'on veut, ensuite on passe à autre chose, on est satisfait pendant une petite période de temps, et ensuite on redevient insatisfait. Et c'est une boucle permanente. Et je pense que ça, tout le monde est au courant de cette boucle permanente. Par contre, il y a un truc sur lequel je suis en train progressivement de me rendre compte, c'est que ça marche avec tout. Et moi, j'avais tendance avant à croire qu'il y avait des exceptions. Par exemple, une voiture. Moi, je suis pas spécialement fan de voitures, j'aime bien les Porsche. Voilà, j'aime bien les Porsche. Je me dis, putain, si un jour j'ai une Porsche, ce serait fou. Et en fait, je me dis que non, ça sera la même chose, genre pendant 3 jours. Oh ouais, trop bien, ça va vite, oh, tu la montres à tes potes, oh, c'est stylé et tout. Et au bout de 3 jours, bah ça devient ta voiture. Tu vois, c'est juste ta voiture avec laquelle tu te déplaces et il se passe rien. Et en fait, je croyais qu'il y avait un peu des exceptions avec certains objets, vraiment très, très, très élitistes un peu, tu vois, même une maison, une voiture, ces trucs-là. Et je pense, je suis pas à ce stade parce que j'ai justement pas envie de tomber là-dedans, mais j'ai tendance à croire qu'en fait c'est faux et que, bah non, ce n'est qu'une illusion. Et ça me ramène à mes bons vieux cours de philo au lycée, Madame Fiardet, si tu écoutes ça, et la notion de désir. On ne désire que ce que l'on n'a pas. Je crois que c'est ce bon vieux Platon, si mes souvenirs sont bons. Selon lui, le désir est inséparable de l'insatisfaction. On a toujours une tension entre ce qu'on est et ce qu'on veut être. Et cette tension, elle place un peu l'homme dans une quête sans fin qui cherche toujours à désirer, vouloir autre chose, vouloir plus. On a aussi ce bon vieux Schopenhauer, beaucoup plus cynique quand même le garçon, qui disait « La vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Bon, un peu cynique, mais pour lui c'est très radical. Le désir est une souffrance. Dès qu'un désir est satisfait, on a un autre qui naît, et ça nous condamne à une sorte de frustration perpétuelle. En gros, la satisfaction du désir, bah, ça apporte qu'un plaisir qui est momentané, et qui est rapidement très remplacé par l'ennui, et ensuite par un nouveau désir. Et en fait, je pense qu'on est des éternels insatisfaits. C'est un gros travail de réussir à passer outre ça. Je pense pas que j'ai réussi à passer outre ça, mais je pense que je suis sur la bonne voie. En fait, ça a été mon problème pendant longtemps. Je me disais toujours, par exemple avec les abonnés YouTube, quand j'aurai 50 000, ça sera fou. Même avant, hein, 500, 1000, 10 000, etc. Et en fait, quand t'as 50 000 abonnés, par exemple, qui est quand même le gros, voilà, c'est quelque chose, bah, on se dit de l'extérieur que, waouh, c'est fou, il y a un moment d'énorme satisfaction, mais en fait, non. Tu t'y attends, parce que tu vois les 49 980, machin, tu passes 50 000, t'as un tout petit moment de « oh, trop bien », et en fait, mais genre, ce moment dure 5 secondes, tu vois, et en fait, bah je vais faire exactement la même chose. Et ça, pour avoir discuté avec des gens qui ont passé plein de statuts financiers, plein de statuts de bonheur, ils disent tous la même chose. Ouais, quand tu passes 1 million, bah en fait, ça te crée surtout de l'anxiété parce que t'as juste envie de ne pas perdre ton million. Donc tu regardes ton compte, tu regardes 1 million et en fait, t'as pas envie de redescendre en dessous. Pareil avec une maison, pareil avec une voiture. Et je pense que moi, personnellement, ça a été vraiment un gros travail où je me disais, ce truc de quand je serai, nanana, peu importe, quand j'aurai quelque chose, ou quand je serai
quand j'aurai 50 000 abonnés, quand j'aurai telle voiture, quand j'aurai tel machin, je serai plus heureux. Et en fait, c'est complètement faux. Et j'essaye progressivement de me détacher de ça. Mais je trouve que, en fait, là où c'est très dur, c'est que ça s'inscrit aussi dans une sorte de représentation sociale. Par exemple, moi je roule dans une voiture catastrophique, tu vois, une vieille C3 première génération, j'en suis hyper content, parce qu'en fait elle m'apporte un confort mental de je prends des dodanes, j'en ai rien à battre, il y a une panne, j'en ai rien à foutre, c'est... Voilà, j'ai choisi ça, mais le truc c'est que, en fait, par exemple à un événement, il y a un événement crypto, il y a un mec qui m'a dit «Ah, je t'ai vu arriver en C3». Et tu sais, j'étais à deux doigts de me justifier d'être arrivé en C3, mais en fait, non. Mais c'est juste que tout ça s'ancre aussi dans une représentation sociale où c'est très dur, je trouve, d'avoir la confiance de passer outre ça. Et de dire non, je ne veux pas m'inscrire dans cette quête d'objets permanents, c'est sur ça que joue le luxe, hein, c'est sur la preuve sociale, etc. Et c'est un travail, je pense, qui est très dur, mais qui est vraiment nécessaire dans le monde dans lequel on est, de se détacher de ça. Et je pense que justement, ça passe par toujours ce confort mental. J'avais aussi, on en avait parlé dans un podcast, je sais plus quand, il y a quelques temps, cet aspect de ne pas s'acheter des problèmes. Quand tu t'achètes une montre, si la montre est trop chère pour toi, tu t'es acheté un problème, parce que dès que tu vas la rayer un petit peu, dès que tu vas l'abîmer, machin, ou la perdre, tu vas toujours être en stress. Et donc vraiment essayer de ne pas s'acheter des problèmes, et je pense que ça rentre aussi là-dedans. Mais en tout cas, le matérialisme conduit à cet aspect d'éternel insatisfait qui conduit à un malheur j'ai plus le mot, un malheur obligatoire, en gros. Et ça, c'est sûr.